Tout le monde parle de l'Afrique, mais peu savent vraiment comment elle bouge. Et pendant que les regards restent braqués sur les grandes puissances, un autre acteur avance dans l'ombre, méthodiquement, le Maroc. Aujourd'hui, on va comprendre comment ce pays a fait de l'Afrique son nouveau terrain d'influence. Pendant longtemps, le Maroc a tenté de fuir l'Afrique. Il regardait vers le nord, rêvait d'Europe, d'intégration, de respect. Résultat, une demande d'adhésion à l'Union européenne refusée. Un partenariat dit privilégié, mais sans avenir. Il s'est donc tourné vers ses voisins, le Maghreb, même langue, même culture, même religion, mais là encore, rien. Moins de 3% d'échanges entre pays. Une des régions les moins intégrées du monde, et derrière ce blocage, une réalité que tout le monde connaît, le conflit algéro-marocain. Coincé au nord, bloqué à l'est. Le Maroc a fini par comprendre une chose, il était seul. Et être seul, ce n'est pas qu'un problème politique. C'est surtout un problème économique. Avec un marché intérieur de 36 millions d'habitants, tu peux gérer ta croissance. Mais tu ne peux pas changer d'échelle. Tu peux te développer, oui, mais pas peser. Dans un monde dominé par des blocs, les pays de taille moyenne n'ont que deux options, s'unir ou disparaître. Alors le Maroc a changé de cap. Il s'est tourné vers l'Afrique. Et il est arrivé en Afrique de l'Ouest sans faire de bruit. Pas de grandes phrases. Il est arrivé avec des banques, des télécoms, des assurances. Il est venu faire ce que personne ne lui a offert, construire son propre espace économique. Les grands groupes marocains s'installent peu à peu. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso. Très vite, le Maroc devient le premier investisseur étranger dans plusieurs de ces pays. C'est du pragmatisme pur et simple. L'Europe est inaccessible, le Maghreb est verrouillé. Alors on avance, vers le sud, cette fois. Et logiquement, une fois bien implanté, le Maroc tente d'aller plus loin. En 2017, il demande à intégrer la CEDEAO. Sur le papier, c'est cohérent. Il investit, il commerce, il connaît les acteurs. Pourquoi ne pas rejoindre officiellement l'organisation? Mais très vite, il se heurte à un mur. Le Nigeria refuse son adhésion. Le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants. Une puissance régionale qui voit la CEDEAO comme son terrain de jeu, son précaré. L'arrivée du Maroc, avec ses ambitions, son appareil diplomatique, son modèle économique, ce n'est pas un partenariat, c'est une menace à l'équilibre. Et c'est logique. Dans les relations internationales, personne ne fait dans le sentiment. Il n'y a ni amis, ni frères, ni solidarité magique. Il n'y a que des intérêts. Et chaque pays joue pour lui. Le Maroc agit selon ses intérêts. Le Nigeria aussi. Et c'est normal. Il ne faut pas s'offusquer. Faut comprendre les règles du jeu. Et justement, le Maroc l'a comprise. Pas de drame, pas de communiqué outré. Il abandonne la piste CEDEAO et renforce les relations bilatérales. Un à un, pays par pays. C'est moins prestigieux, mais c'est plus souple. Et surtout, ça fonctionne. Parce que nouer des partenariats c'est bien, mais les faire durer dans le temps c'est mieux. Et il y a une chose que le Maroc a bien compris, dans beaucoup de pays africains, les présidents passent, mais les intérêts restent. Alors Rabat ne s'accroche pas au visage, il s'accroche au levier. Pas de pari idéologique, pas de relation exclusive. Juste une ligne, la continuité des intérêts. Quand Macky Sall quitte le pouvoir au Sénégal, le Maroc tend la main aux nouveaux venus, sans hésiter. Pas par idéologie, mais parce qu'il anticipe. Quand Ali Bongo tombe au Gabon, même scénario. Malgré des liens personnels avec le roi, Rabat reconnaît aussitôt les militaires. Pas de discours, pas de morale. Juste une lecture froide. Le pouvoir a changé de main, il faut réajuster, on s'adapte. C'est ça, la vraie ligne marocaine. Pas d'intrusion dans les choix internes, un principe simple, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Ce qui compte, c'est que les partenariats continuent. C'est ce qu'on appelle du réalisme diplomatique. Et ce réalisme contraste violemment avec ce que font les Européens. Eux arrivent avec des dossiers de coopération, et repartent avec des déclarations sur les droits LGBT, la gouvernance ou l'éducation sexuelle. On voit des ministres européens débarquer au Sahel ou en Afrique centrale et parler de valeurs universelles et d'écologie dans des pays où la moitié de la population n'a pas d'électricité. Ces discours sont vécus comme ce qu'ils sont, de l'ingérence morale. Une volonté d'imposer des mœurs qui ne correspondent ni aux sociétés locales, ni aux priorités du moment. Et ensuite, ces mêmes Européens s'étonnent que les Africains se tournent vers la Chine, la Russie ou la Turquie, comme si c'était incompréhensible. C'est très simple, les autres parlent d'intérêt pendant que vous parlez de valeurs. Et dans les relations internationales, les valeurs ne valent rien si elles ne servent pas des intérêts. À la base, l'ingérence aux valeurs n'est qu'un outil pour faire pression sur un pays qui ne se soumet pas. Aujourd'hui, certains dirigeants occidentaux se sont mis vraiment à croire à la supériorité de leurs mœurs et de la mission pratiquement divine qu'il leur est incombé de les diffuser au reste du monde. Ils sont devenus esclaves de ce qui n'était qu'un levier de pression à la base. Depuis 2020, le Sahel a changé de visage. 3 coups d'État, 3 ruptures avec la France, 3 États qui basculent dans une logique de souveraineté radicale. Beaucoup y ont vu un danger quand le Maroc lui a vu une opportunité. Pas une opportunité idéologique, mais une opportunité géopolitique.
Parce que là où les Européens se sont braqués et où d'autres pays de la région ont répondu par des sanctions, des fermetures, des accusations, le Maroc a choisi une autre méthode, s'adapter. Il n'a ni jugé ni félicité, il a simplement tendu la main. Proposé de continuer à travailler avec les nouveaux comme il le faisait avec les anciens. Et grâce à ce positionnement politique, il y a du concret. Depuis plusieurs années, des soldats maliens, burkinabés, nigériens sont formés au Maroc, dans ses académies et par ses instructeurs. C'est une manière d'occuper le terrain. Pendant que d'autres s'obstinent à défendre des partenaires déchus qui ne reviendront jamais au pouvoir, le Maroc sécurise des leviers. Et c'est dans cette logique que s'inscrit le port de Darla. Construit dans le sud du Maroc, ce port en eau profonde n'a qu'un objectif, débloquer l'accès à la mer pour les pays du Sahel. Tchad, Niger, Mali, Burkina. Tous dépendants d'itinéraires extérieurs. Le Maroc leur propose un nouvel axe, un accès à l'Atlantique, sans passer par l'Algérie, ni la Libye, ni le Nigeria. Un deal simple. Vous êtes souverain, vous décidez. Mais si vous voulez une route, on a ce qu'il faut. C'est une proposition logistique. Et c'est souvent ça, la vraie diplomatie. Ces pays en cours de structuration ont besoin de concret. Pas de discours, pas de leçons, et si vous n'avez pas de concret à leur proposer, ils iront le chercher ailleurs. Le Maroc y gagne de l'influence. Si vous n'occupez pas un terrain, le terrain s'occupera de vous. Le Maroc a aussi d'autres projets africains en parallèle. Le gazoduc Nigeria-Maroc, c'est l'un des plus gros projets d'infrastructure jamais lancés sur le continent. Un pipeline de plus de 5000 km qui partirait du Nigeria, longerait toute la côte ouest africaine pour finir au Maroc, puis en Europe. Sur le papier, c'est parfait. Ça permettrait d'alimenter l'Europe en gaz sans passer par l'Algérie. Et en parallèle, de fournir en énergie une dizaine de pays africains. Dans les faits, on n'y est pas encore. Le projet avance lentement, parce qu'il est complexe, long et surtout très cher. Plus de 25 milliards de dollars à mobiliser, une quinzaine d'États impliqués, des intérêts divergents à chaque étape. Et au milieu, deux pays qui veulent en tirer un levier géopolitique. Le Nigeria, qui cherche à diversifier ses débouchés, et le Maroc, qui veut peser dans le jeu énergétique euro-africain. Sur le fond, c'est cohérent. Parce que pour l'instant, c'est l'Algérie qui tient la corde. C'est elle qui fournit le gaz à l'Espagne et à l'Italie via Medgaz et Transmed. Et tant qu'il n'y a pas d'alternative crédible, elle garde son poids diplomatique. Le gazoduc Nigeria-Maroc viendrait remettre ça en question. En allant sur le terrain du gaz, le Maroc pourrait affaiblir l'influence de l'Algérie qu'elle détient en grande partie grâce au gaz. Mais ce n'est pas pour tout de suite, pas de manière frontale, mais comme une menace en construction. Le Maroc le sait, l'Algérie aussi. Mais pour l'instant, le pipeline existe sur les cartes, pas sur le terrain. Et ça peut durer encore longtemps. Les financements ne sont pas finalisés. Les conditions de sécurité dans certains pays traversés restent précaires. Et la demande européenne elle-même évolue. Donc oui, c'est un projet important, mais faut pas le surestimer. C'est une intention stratégique, pas encore un outil réel. Et dans une Afrique de l'Ouest instable, entre coups d'État, sanctions et tensions internes, ce genre de projet peut basculer à tout moment. C'est une promesse, mais comme toute promesse à long terme, elle n'aura de valeur que si le contexte tient. Ces deux projets que sont la route transsahélienne et le gazoduc Nigeria-Maroc nous montrent la volonté du Maroc de grandir en Afrique. Mais il ne s'impose pas par la force, il construit par l'influence. Et cette influence passe aussi par un outil classique, la formation. Chaque année, des milliers d'étudiants africains viennent étudier au Maroc, médecine, ingénierie, commerce, droit, ils repartent diplômés. Et souvent avec un lien durable avec le pays. Pas parce qu'on leur a vendu un modèle, mais parce qu'ils ont vécu sur place. C'est une manière simple de créer des relais. Sans discours, sans drapeau, juste par l'expérience directe. Même logique côté militaire. Depuis des années, Rabat forme des cadres de l'armée malienne, burkinabé, nigérienne, des gens formés au Maroc qui reviennent ensuite dans leur pays et qui connaissent déjà les méthodes, les visages, les contacts. Toutes ces personnes occuperont des postes importants dans leur pays, ce qui permet au Maroc d'avoir des relations sur place. C'est le cas d'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso qui a été formé au Maroc. Et dans un continent où les alliances changent vite, avoir des relais formés chez soi, ça peut faire la différence. Le Maroc avance vite sur le continent. Mais plus on s'implique, plus on s'expose. Et il y a des risques qu'il faut nommer. Déjà l'instabilité politique. Les partenaires d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Au Sahel, un coup d'État peut balayer en une semaine ce qui a été construit en 10 ans. Un contrat d'infrastructure, un partenariat militaire, une présence économique, tout peut sauter si le pouvoir change et décide de tout réévaluer. C'est le jeu, mais c'est un jeu fragile. Deuxième risque, c'est l'accusation de néocolonialisme. Même quand les accords sont équilibrés, même quand les États sont volontaires, certains discours cherchent à imposer une lecture idéologique. Le Maroc investit, il s'installe. Le Maroc forme, il influence. Le Maroc coopère, il impose sa présence. Certains relais médiatiques ou militants utilisent ce vocabulaire pour décrédibiliser l'action marocaine. Non pas parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle fonctionne.
On le voit avec certains discours afrocentristes qui accusent les pays étrangers et le Maroc très souvent d'être responsables de tous les maux de l'Afrique subsaharienne. Construire des partenariats stables avec ce genre de personnes n'est pas très rassurant. Et enfin, il y a le risque de la pression migratoire. C'est peut-être le plus sensible et le plus dangereux à long terme. Le Maroc, c'est 36 millions d'habitants, une natalité autour de 2 enfants par femme, un marché du travail déjà saturé, et une population jeune, souvent sans emploi. À côté, certains pays d'Afrique subsaharienne dépassent les 6 enfants par femme, avec une croissance démographique massive et aucune régulation migratoire réelle. Résultat, le Maroc se retrouve sous pression, alors même qu'il n'a ni la capacité économique, ni l'obligation historique d'accueillir autant. Sur le terrain, les tensions montent. On voit apparaître des offres d'emploi réservées aux subsahariens uniquement. Des pratiques de dumping social qui fragilisent les travailleurs marocains sans que personne n'ose poser la question de l'équilibre. Imaginez l'inverse. Emploi réservé aux Marocains. Ce serait un scandale, une de journaux, un sujet de condamnation, mais dans un sens ça passe, parce que personne ne veut toucher à ce sujet. Les ONG et certains mouvements politiques, eux, veulent aller encore plus loin. Toujours plus d'ouverture, toujours plus d'accueil, toujours plus de tolérance, même quand la pression devient insoutenable. Si on les laisse faire, on va droit dans le mur. Il ne faut jamais se laisser impressionner par leur chantage ou accusations fallacieuses. Avec comme arme le chantage à l'accusation de racisme en s'appuyant sur les mouvements de gauche sociétale qui prioriseront toujours les étrangers plutôt que la population autochtone, c'est une véritable menace pour le Maroc. Il faut le dire clairement, un pays ne peut pas se maintenir s'il n'impose aucune limite. Ceux qui militent pour une ouverture permanente n'assument jamais les conséquences économiques, sociales ou culturelles. Ils parlent d'humanité mais vivent loin des réalités qu'ils défendent. Le Maroc peut être un partenaire stable, mais il ne peut pas être le réceptacle de toutes les contradictions africaines. Il a ses propres équilibres à défendre. Et le respect, s'il est mutuel, doit aussi passer par la maîtrise des flux. Et il faut que les partenaires africains du Maroc le comprennent. Le Maroc s'est adapté à son isolement. Il a trouvé en Afrique un terrain utile et il y travaille sur le long terme. Il respecte ses partenaires, leurs choix, leurs intérêts. Il n'impose pas, il propose. Et jusqu'ici, ça fonctionne. Pour qu'un partenariat soit durable, il faut que les intérêts des 2 pays soient respectés d'égal à égal. Mais faut pas tomber dans l'angélisme. Tout ce qui vient d'Afrique n'est pas forcément une bénédiction. Tout partenariat n'est pas automatiquement une réussite. Et toute relation n'est pas appelée à durer. Certains Marocains ont tendance à mettre de l'affect dans ce rapport-là, à tout voir à travers le prisme de la fraternité, du panafricanisme ou de la solidarité émotionnelle. Mais les relations internationales ne fonctionnent pas à l'émotion. Elles fonctionnent à l'intérêt, froidement, stratégiquement. Et c'est justement ce que fait la diplomatie marocaine. Elle avance calmement, elle s'adapte, elle protège ses positions, elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à durer. Ce serait bien que le peuple marocain fasse pareil. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, pensez à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Ça prend 1 seconde, mais ça fait toute la différence. Et comme toujours, les commentaires sont ouverts, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour la suite.